bienvenue pour ce deuxième numéro d'Inside CFM, émission 100% média. Vous l'avez découvert il y a quelques jours sur les réseaux sociaux. Je vais vous présenter dans quelques instants mes invités de ce soir. Avant de démarrer cette émission, je vous le rappelle, l'ensemble des interviews confinées et le premier numéro d'Inside CFM est à retrouver sur le groupe des Mordus de course de côte. N'hésitez pas à rejoindre le groupe sur Facebook. Vous pouvez également retrouver toutes les vidéos sur la chaîne officielle YouTube Inside CFM. Restez connectés bien évidemment car les prochaines émissions vont bientôt arriver sur ces différents supports. Mes invités de ce soir, donc, comme je le disais, ce sont les spécialistes des images des courses de côte. Vous les connaissez peut-être pas forcément d'ailleurs, mais vous avez forcément déjà vu leur travail sur les réseaux sociaux, sur Internet, voire même en DVD ou en cassette. Pour certains, je vais vous les présenter. On va commencer d'abord par un des photographes qui officie officiellement sur le championnat de France de la montagne. Alors lui, il se spécialise plutôt sur la catégorie VHC, mais il nous parlera justement de son expérience en tant que photographe. Il s'agit de Jean-Bernard Denis. Salut JB. Salut Pierre, salut les amis, très heureux de vous retrouver. Eh bien écoute, pareillement, moi je suis content de vous retrouver. On va continuer avec les photographes, avec un jeune homme de 23 ans qui est pour le coup un des photographes les plus en vue du moment en course de côte, en rallye, dans d'autres disciplines. Il nous parlera un petit peu de tout ça. Il s'agit de Nicolas Millet. Salut Nico. Salut Pierre, salut les gars. On continue avec les photographes, un ancien du championnat de France de la montagne qui s'est exporté un petit peu partout dans le monde. Il nous parlera de tout ça. Il s'agit de Clément Luc. Salut Clément. Salut Pierre, salut à tous. Et puis, on n'a pas fait que de la photo. On va aussi mettre en lumière aujourd'hui la vidéo, puisqu'il y a de très belles images, vous le savez, sur les manches du championnat de France de la montagne. Alors, pour rien vous cacher, on était censé avoir un invité de plus, mais pour l'instant, il n'est pas encore arrivé. Peut-être qu'il nous rejoindra, on l'espère. La porte est ouverte. En tout cas, on accueille à nos côtés celui qui est à la tête de Pilote TV. Il s'agit de Gilles Hunsinger. Salut Gilles. Salut Pierre, bonjour à tous. Bon, merci en tout cas les gars d'être à mes côtés pour cette émission où on va justement pouvoir vous mettre en lumière. On ne parle pas forcément toujours de votre travail et pourtant il est très précieux et pour les fans de course de côte et pour les pilotes. Ma première question que je voudrais vous poser, comment s'est passé pour vous ces 2 mois de confinement? J'espère que ça a été pour vous. JB, dis-nous tout. Ouais, pour moi, ça a été une période où j'ai pu récupérer un petit peu le temps perdu, des montages de vidéos et photos que je voulais réaliser et qui dataient depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et compte tenu du déroulement des épreuves, je n'ai jamais eu le temps de les faire. Donc, je me suis mis à jour et ainsi que quelques montages réalisés pour les pilotes de la saison 2019. Bon, du coup, tu es resté actif. C'est cool. Tout à fait, tout à fait. Nico, comment ça va de ton côté? Qu'est-ce que tu as fait là pendant ces 2 mois de confinement? Tu vois, ça s'est bien passé. Donc, je suis resté à la maison. Puis, on a pu remettre de l'ordre dans les photos qui dataient un peu des années précédentes. Puis, on a fait un peu de console aussi sur Dirt, avec plusieurs pilotes du CFM notamment. Ouais, j'ai cru voir avec Fabien notamment. Ouais, avec Fabien, avec Cindy, avec Sébastien Stark, avec Maxime Doja aussi, Florian Barter. Tu vois, c'était plutôt sympa. C'était cool. C'est bien amusé. C'était sympa. Bon, promis, j'achète Dirt bientôt et on se retrouve en ligne. Promis. Bon, t'attends quand tu veux. On t'attend. Bon. Un autre qui s'est essayé au sim racing, c'est Clément, je crois. Tu t'es oui, c'est ça. Un petit peu sur e-racing, c'est ça? C'est ça, ouais. C'est un peu récent, mais je commence doucement. Voilà. Bon. Et ton confinement, comment ça s'est passé du coup, Clément? Alors pour moi, c'était j'étais à la maison pendant 2 mois. J'en ai profité pour me remettre un peu à faire de la pâtisserie, à faire du tri dans mes archives photos. Et puis voilà, on s'est occupé comme ça avec le petit et ça s'est bien passé. Bon, cool. Gilles, ton confinement, comment ça s'est passé toi? Bien, le premier mois, on ne savait pas trop, donc je me suis occupé de la maison. Et en voyant que ça traînait, j'ai commencé à rebosser sur des archives et on va faire ça toute l'année, quoi. Bon, on reparlera de toute façon un petit peu plus en détail de justement ce que vous avez fait pour combler ce manque d'épreuves parce que pour le coup, on a parlé des organisateurs dans Inside CFM, on a parlé des pilotes également, mais vous êtes directement impacté puisque forcément, vous
qu'il n'y avait pas d'épreuve, vous ne pouviez pas travailler. Donc, on reparlera tout à l'heure justement de tout ça plus en détail. Bon, les amis, ma première question que je voulais vous poser, puisque vous le savez, hein, dans Inside CFM, on apprend bien à découvrir les invités qui viennent à mes côtés. Donc, vous n'allez pas y échapper pour le coup. J'aimerais savoir, les amis, comment finalement vous vous êtes retrouvés dans le sport automobile. Comment vous vous êtes retrouvés sur les courses de côte, sur d'autres disciplines. JB, je te laisse commencer, explique-nous tout. Eh bien, on va remonter quelques années en arrière, hein. Pas si loin que ça. J'ai repris le contact avec la course de côte puisque j'avais couru pendant quelques années et je me suis arrêté, je crois que c'était en 90-91. Et puis, par l'intermédiaire d'un ami, Gilbert Perrache, pour ceux qui l'ont connu, souhaitait être accompagné pour reprendre la compétition en VHC. Donc, je l'ai suivi pendant 1 an, 2 ans, mais je m'ennuie un petit peu à rien faire, à attendre. Donc, je me suis mis à la photo. J'ai repris la photo puisque je faisais déjà du montage auparavant. Et puis, je crois que le site que j'avais créé plaisait quand même pas mal au VH. Et bon, je crois que j'ai été repéré il y a donc bientôt 8 ans maintenant par Philippe Ballester lorsqu'il cherchait quelqu'un, un photographe attitré pour CFM Challenge. Bon, voilà. On reparlera justement de la photo dans quelques instants. Et toi, du coup, tu disais, JB, que tu avais roulé, je crois que c'était dans les années 80, c'est ça que tu as roulé? C'est ça, ouais, 78 jusqu'à 80, jusqu'à 90, quoi, quelque chose comme ça. J'ai commencé sur une auto Bianchi à Sandouz Abarth, et tout ça un petit peu grâce à Christian Riel, un des animateurs du championnat de France VH, qui m'a mis un peu le pied à l'étrier. Et après, je suis passé. Chantal Riel m'a prêté la R11 Turbo à quelques reprises. Et puis un jour, j'ai voulu passer à la vraie voiture de sport et je suis passé sur la Martini MK7. Voilà. Ouais, je vois. Formule 3 à l'époque. Et t'as pas eu envie de continuer du coup? Enfin, tu voulais pas spécialement, je dirais, poursuivre dans cette lignée-là? J'aurais bien poursuivi, mais après, j'ai monté une société d'ambulance et en travaillant fréquemment avec le SAMU de Lyon, j'avais beaucoup de mal à trouver des temps libres. Donc, j'ai revendu la voiture avec beaucoup de regrets, bien entendu. Eh oui, forcément, voilà. Les obligations professionnelles qui passent parfois par-dessus. Nico, explique-nous, toi, comment tu as découvert le sport automobile, la course de côte, raconte-nous un petit peu. Je l'ai découvert vraiment simplement grâce à mon père, en fait, qui a été passionné lui-même, tu vois. Et dès le plus jeune âge, il m'a emmené sur les courses de côte, passant par des rallyes. Et du coup, tu vois, j'ai forcément été piqué par la passion, quoi. Forcément, ouais, forcément. Et on rappelle que tu n'habites pas loin de la course de côte de Viafan, donc pour le coup, c'était facile de se plonger dedans, on imagine. Ouais, exactement. C'est une des premières courses que j'ai vues, on va dire, tu vois. Et c'est vraiment une sacrée course et ça peut que te donner la passion, quoi. Ouais, forcément. Il y avait quoi comme autres épreuves que tu voyais à l'époque quand tu étais gamin? La première course que je suis allé voir quand j'étais tout petit, c'était les Monts Jura, tu vois. C'était au mois de juin. Et sinon, il y avait les courses dans le comité Bourgogne-Franche-Comté, principalement, et un petit peu en Rhône-Alpes aussi, tu vois, comme Coligny, Béthans, Bondy, tu vois, toutes ces courses-là. Je vois. Bon, c'est cool. Clément, toi, quand t'es rentré dans le sport auto, raconte-nous. Alors moi, c'était un petit peu, on va dire par hasard, je regardais pas mal la F1 à la télé. Et puis en 98, il y a eu la première édition de la course de la Côte de la Broque. Et c'est à 400 mètres de chez mes parents. Donc je me suis dit, tiens, il y a des voitures près de chez moi. Alors, on va y faire un petit tour. J'avais 12 ans. Et donc, voilà, j'ai été piqué un peu comme tout le monde. Et de fil en aiguille, avec les contacts qu'on peut se faire dans le milieu, on arrive à trouver la petite lucarne, pour reprendre Julien Febvreau, pour rentrer dans le milieu du sport auto, quoi. Donc, c'est comme ça que ça a commencé, en tout cas. Ouais, c'est parti de là. Et il y avait d'autres courses aussi. Là, tu parlais de la Broque, mais après, on imagine que t'as grandi. Disons que un peu plus tard, j'ai commencé à aller plus vers Turckheim, à Brèche. Et puis
mes parents m'ont promené aussi à Champs-Rousse. Voilà, enfin, c'était les débuts. Ouais, je vois. On reparlera dans quelques instants de la transition vers ce que vous faites à l'heure actuelle. Gilles, parle-nous, toi, un petit peu comment dire, de ta découverte du sport automobile. Alors, toi, c'est vrai que t'as pas eu trop le choix, hein. T'es un petit peu comme tout le monde, t'as baigné dedans. Bah ouais, hein, mes parents étaient commissaires au début et puis après, ma mère était enceinte de mon petit frère et en 91 et j'ai accompagné donc mon père sur les courses et c'était la première saison que j'ai faite et quand tu découvres comme ça cette ambiance et l'atmosphère des courses j'étais dans les années collège et c'était fantastique quoi. T'as plus envie de faire autre chose. Ah oui, oui, forcément. Et puis après, en plus, l'affaire de ton père qui s'est quand même bien développée, puisque c'était, on le rappelle, hein, aujourd'hui, même si la structure s'appelle Pilote TV, elle est née sur les cendres d'AH Vidéo Concept, qui est quand même comment dire, une des références des années 90 et 2000 en sport automobile. Alors justement, ma deuxième question que je voulais vous poser, même si vous avez voilà, découvert de cette manière-là le sport auto, vous avez grandi dedans, à quel moment finalement vous êtes passé de l'autre côté, je dirais, de l'objectif, hein, on va dire ça comme ça, à quel moment vous vous êtes dit, tiens, pourquoi je ne ferais pas de la photo, pourquoi je ne ferais pas de la vidéo. Gilles, explique-nous, on imagine que du coup, dans le sillage de ton père, c'était difficile d'y échapper, mais voilà, comment tu t'es dit, ouais, je veux vraiment faire ça toute ma vie après, derrière, quoi. Les choses sont venues au fur et à mesure, hein. D'abord, on accompagne, on voit comment ça se passe. Moi, j'ai commencé par la photo. Au début, j'ai fait pratiquement une saison de photo. Et à l'époque, en argentique, on cliquait, on ne savait pas trop ce que ça donnait. Et on n'avait pas forcément du super matos. Donc, c'était juste pour voir ce que ça donne. Et puis, j'étais jeune aussi. Hein, je n'allais pas me mettre comme ça au bord de la route. Voilà, c'était, on va dire, un peu limite au début. Hein. Et au fur et à mesure, les choses se faisant, on est après, on part d'un rapport qui est philanthropique, on va dire, parce que quand on est jeune comme ça, on ne voit pas l'intérêt. Et au fur et à mesure des choses, le travail prend un peu le dessus et puis on se prend au jeu aussi. Hein. Ouais, je peux l'imaginer, quoi. Je peux l'imaginer. Clément, te concernant, à quel moment tu t'es dit voilà, que la photo pouvait être finalement ta façon de rester dans le milieu? En fait, c'est venu petit à petit parce qu'au début, c'était en 2001, j'ai fait la connaissance de Lionel Régal. Et au début, je m'occupais de son site internet. Et à partir de là, il fallait illustrer les articles qu'on postait. Donc, je me suis dit, bon, je vais faire quelques photos sur les courses. De toute façon, j'y vais parce que à cette époque-là, je faisais mes stages d'été chez AH Vidéo Concept. Donc, donc voilà, je profitais de l'occasion pour faire des photos sur place. Et ça me permettait d'illustrer les articles. Et puis petit à petit, je me suis dit pourquoi ne pas faire un peu plus, contacter d'autres pilotes. Et puis petit à petit, voilà, il y a un réseau qui se crée et puis il y a des belles occasions de travailler avec des gens qui sont passionnés. Ouais, donc t'étais pas forcément parti spécialement pour faire de la photo à la base, quoi. Non, pas spécialement. Disons que moi, j'ai plus une culture de l'informatique à la base. Et puis la photo, bon, ça m'a tout de suite plu. Et ce qui est intéressant dans la photo, c'est qu'il y a toujours des choses à apprendre. Et aujourd'hui, quand je regarde les archives d'il y a 10-15 ans, je me dis, bon, là, il y a des grosses erreurs, etc. Mais on voit toujours il y a toujours de la progression à chercher. C'est un milieu où on sera jamais le meilleur. Il y a toujours mieux que nous. Il y a toujours des mecs qui seront meilleurs techniciens, meilleurs post-traitants, si on peut le dire. Enfin, il y a toujours matière à progresser. Et ça, c'est ce qui m'a plu, en tout cas, dans le milieu. Ouais, c'est cool. C'est sûr que ça doit être passionnant, effectivement, de replonger là-dedans, de connaître sa marge de manœuvre et de voir qu'on évolue. Nico, toi, je dirais la passion de la photo, le fait de se lancer comme ça vient de où? Tu vois, le déclic, il a été fin 2010, on va dire dans la saison d'hiver, où en 2011, j'ai acheté un premier appareil photo. Et c'était pour faire un peu des souvenirs quand on allait sur des courses ou autres avec 2-3 amis de mon père qui roulaient également. Et après, je me suis pris forcément au jeu.
Et je me suis pris au jeu en 2012, un peu plus. Et après, j'ai eu l'occasion de travailler avec Baquet Magazine en 2013. Et c'est vraiment ça qui a ouvert les portes et qui m'a donné envie de continuer là-dedans, en fait. Ouais, puis là, tu as dû basculer du loisir, je dirais, un truc un peu plus pro. Ça doit pas être évident quand même à anticiper. Ouais, bah, c'était pas évident parce qu'en plus, j'avais 14 ans à peu près, je crois, à peu près, à cette époque-là. Et ça a été, tu vois, de faire les articles et de faire les photos en même temps. Donc, c'était vraiment, vraiment chouette à Ah faire. oui, t'écrivais aussi, tu faisais Ouais, pas que. j'écrivais aussi. Ah oui, ok, Correspondant, en fait, régional au début. Et d'accord. ce qui permettait d'approcher les pilotes de plus près et forcément de couvrir plus de courses. Et ça, c'était vraiment chouette. C'était sympa. Ouais, bah c'est cool, c'est cool, c'est cool. Ah, c'est intéressant, vous avez tous comment dire, des portes d'entrée différentes. Toi, JB, pourquoi enfin, tu nous disais tout à l'heure justement que c'était par recherche comment dire, d'occuper le temps en étant sur les courses. Mais je crois que ce que tu disais, c'est que tu faisais déjà de la photo avant, tu faisais déjà un petit peu tout ça, hein, c'est ça? Oui, oui, tout à fait. J'ai commencé à faire très peu de photos, mais surtout du montage. Alors simplement parce que j'ai des souvenirs qui remontent à l'adolescence. Mon père faisait beaucoup de diapositives, mais les séances de projection de diapos, c'était la diapo qui reste pendant 15 secondes et puis un commentaire, ah ben ça c'est un tel, ça c'est un tel. Et disons que ça m'a vite gavé, entre guillemets. Et je me suis dit, il faut dynamiser tout ça et donner un peu de vie à la projection de la diapo sans y passer non plus 3 heures ou 4 heures pour 30 photos. Voilà. Et puis donc, j'ai fait des stages avec Jeunesse et Sport. Et j'ai rencontré, il y a une quinzaine d'années, un professeur de l'école de cinéma de Grenoble, avec qui j'ai bien sympathisé. Et du coup, j'ai fait une formation captation plus montage vidéo. Ok, ok, ok. Que j'essaye Et après, d'appliquer. voilà. Ouais, et puis naturellement, du coup, quand tu t'es retrouvé sur comment dire, les pentes du championnat de France, tu t'es pas posé la question et t'es reparti sur la photo, quoi. Tout à fait, tout à Ouais. fait. Même, Bon, même bah, si j'avais commencé par faire de la vidéo sur les côtes. ouais, ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais bon, Bon, bah, suite c'est à la cool. demande de Philippe Ballester, je n'ai pas hésité une seconde quoi, pour rejoindre l'équipe. Bon, bah cool, nickel. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Troisième question, pardon, que je voulais vous poser. Celle-là, elle est importante et ça, on le sait pas. Je pense que vous allez apprendre pas mal de choses, je pense, à nos internautes. Mais c'est vrai que comme les pilotes, bah, vous devez arriver sur des week-ends de course, alors quelle que soit la discipline, hein, parce que vous n'êtes pas tous tout le temps sur de la course de côte uniquement, mais comment vous vous préparez justement à un week-end de course? Quelles sont je dirais les coutumes que vous avez? Quand est-ce que vous arrivez? Qu'est-ce que vous faites du temps avant la course? Expliquez-nous un petit peu comment on prépare un week-end de course quand on est photographe ou vidéaste. Clément, éventuellement, je te laisse commencer. Comment toi, tu te prépares avant un week-end de course? Disons que pour des courses nationales, ça va être un peu plus restreint en jours de reportage. Donc, de toute façon, par principe, je pars de la maison avec tout ce qui est batterie chargée, carte mémoire vidée, je synchronise des paramètres entre mes deux boîtiers photo. Je prépare mon catalogue pour Lightroom, donc c'est le logiciel de traitement photo. Je prépare tout ce qui est liste d'engagés. Bon, après, tout ce qui est logistique, donc le matériel, les vêtements, la valise, etc. Ensuite, sur place, en général, sur du national, j'arrive le vendredi, le temps de faire un peu de reco, de rencontrer un peu les pilotes. Voilà. Pour de l'international, en général, on arrive le mercredi, donc ça veut dire partir de la maison le mardi, parce que en général, il y a des interviews, il y a des séances pour les sponsors. Enfin, il y a pas mal de choses avant même les premiers essais de piste. Donc, ça demande un peu plus de préparation, un peu plus de logistique, un peu plus de matériel à emporter aussi. Et puis, la contrainte de l'avion. Mais sinon, dans l'ensemble, la routine, c'est à peu près la même tout le temps. Il faut avoir les batteries chargées, les cartes vides et puis être sûr du bon fonctionnement de tout le matériel.
Ouais, ouais, du bon matos et être bien prêt pour shooter au bon moment. Nico, comment ça se passe pour toi, la préparation d'un week-end? Justement, toi, c'est un petit peu comme Clément, tu fais pas que de la course de côte, hein, donc tu es sur différentes typologies d'épreuves qui entraînent, j'imagine, des organisations différentes. Ouais, on a principalement le championnat de France de la montagne et ensuite un peu de rallye et circuit à côté et du trophée Andros l'hiver. Et ouais, la préparation en amont, elle est importante parce que préparer le week-end, le déroulement du week-end, comment ça va se passer. Et en CFM, on part le vendredi, pardon, excuse-moi, le vendredi, et on peut repérer les spots, voir les pilotes, notamment on part avec Gilles souvent et Thomas et Fabien. Et dès qu'on arrive sur place, on travaille nos spots, etc. Et après, on va voir les pilotes et il y a le déroulement du week-end ensuite. Après, en rallye, c'est un peu différent. Où en général, le championnat de France, il faut partir le mardi aussi, parce qu'il y a les reconnaissances, le check-down et bien d'autres paramètres. Ouais, ouais, ça démarre un petit peu plus tôt, donc forcément, c'est pas la même organe. On reparlera tout à l'heure justement des spots. Je pense que c'est intéressant d'en discuter. JB, toi, tes week-ends de course, comment ça se passe pour toi? Ça se passe bien. Disons que je Bon, commence. ça va alors. J'imagine le gars là, il dit non, ça se passe mal. Non, 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 mais comment tu te prépares toi à tes week-ends je me prépare déjà en regardant les vidéos qui ont été tournées les années précédentes. Ça permet de se remettre le tracé, le parcours dans la tête et de trouver les emplacements pour les spots les plus performants et les plus rationnels. Voilà. Et puis, bah, je compléterai un petit peu, enfin, je ne vais pas compléter ce que disait Clément. Effectivement, il faut partir avec le matériel prêt, batterie chargée, vérification de l'ensemble. Et puis, bon, voilà, on démarre comme ça. Ah Alors, oui, oui, c'est. j'ai la chance de pouvoir y arriver très tôt, puisque plus ça va, plus les gens arrivent de bonne heure. Et je parle pour les VH, qui sont souvent des plus anciens. Et donc, on se retrouve souvent le mercredi ou jeudi soir pour commencer, disons, un peu la fête, la convivialité. Et ça me permet de m'imprégner aussi enfin, du lieu et de faire un petit peu de marche et de retrouver les différents spots. Voilà. Ouais, bien sûr, bah, c'est important ouais, pour justement se mettre dans le week-end, ça c'est clair. Et toi, Gilles, comment tu te prépares un week-end toi, alors, tu as encore plus de matos, hein, je pense, pour le coup. Tu nous entends, Gilles? Oh, oui, je t'entends, Ouais, ouais, ça coupe, hein. autant pour moi. Ah, c'est les soucis Allô? techniques, hein, c'est pas le direct, mais, Ouais. mais pas loin. Mais pas loin. Mais on Après, t'entend bien en tout bon, cas. cha- chacun a un profil différent, hein. JB, il a sa maison avec lui. Nicolas et puis Clément, ils traitent la post-production après aussi. Donc, ils ont différents besoins de matériel. Et des fois, on les emmène. Donc, ils sont plus restreints. Tout dépend le profil, hein. Nous, effectivement, on a le même profil, hein. On doit avoir les caméras chargées, les batteries, tout ça. Mais on n'a pas besoin de grosses préparations comme un pilote qui prépare sa voiture. Ça n'a rien à voir, quoi. Le terrain, on le connaît. Avec l'expérience, on sait où se placer. On travaille bien sûr sur la route le vendredi pour savoir où se mettre. Mais sinon, voilà, ça ne sert à rien de venir trop tôt parce qu'il n'y a personne. Ouais, bien sûr. Avant le vendredi après-midi, on ne voit pas beaucoup de monde. Donc, le vendredi matin, on est sur place, on travaille nos paysages et puis nos emplacements. Et puis après, c'est le déroulement classique du week-end, hein. Ouais, 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 bah autant arriver quand tout le monde est là, ça c'est sûr. Question que je voulais vous poser, les amis, puisque finalement vous êtes tous à la recherche de la bonne image, et ça passe en partie par ce qu'on appelle le spot, l'emplacement bah, là où vous vous situez concrètement. Comment on fait pour chercher un bon spot, enfin pour trouver un bon spot en sport auto? C'est quoi, selon vous, comment dire, les points clés qu'il faut retenir et qui définissent un bon spot, JB? Ah, le bon spot, c'est l'endroit où on sera déjà en sécurité, alors, au maximum. On ne va pas se voiler la face, le sport automobile est un sport dangereux. On a beau être, même sur une ligne droite, on peut avoir, et ça j'ai eu le cas à plusieurs reprises, une pièce qui se détache
enfin, ou des cailloux qui partent, et ça, même en ligne droite. Donc, d'abord la sécurité, jamais dans les trajectoires, enfin, on essaye dans la mesure du possible. Et puis, essayer de trouver, enfin, en ce qui me concerne, de dynamiser la photo, c'est-à-dire de faire en sorte qu'on ressente, même si c'est une image qui est figée, qu'on ressente le dynamisme, les appuis, la trajectoire, etc. Voilà. Ok. Gilles, c'est quoi pour toi la définition d'un bon spot? Bah, il faut de tout, hein. Il faut des spots rapides, il faut des spots où on voit un peu de public, faut un peu de tout. Donc, un bon spot, ça dépend du besoin. C'est-à-dire, un sponsor, il voudra voir du public, un pilote, il voudra se voir en appui. Un bon spot, il faut l'ensemble de tout ça, quoi. Ouais, je vois. Après, Nico, pour toi? nous, par Pardon, rapport excuse-moi, à, Gilles. excuse-moi, ouais, par rapport aux photographes, nous, on a besoin d'un point d'entrée et d'un point de sortie. Donc, l'endroit, souvent, on n'est pas toujours au même endroit, quoi. Ouais, c'est un petit peu différent. C'est pas sur l'image figée, quoi. Donc, il vous faut du dynamisme et puis il vous faut pouvoir voir la totalité de la chose. Ça, c'est sûr. Nico, du coup, pour toi, le bon spot, comment tu le trouves? Le bon spot, pour plusieurs personnes, ce sera différent. Tu vois, il y a les spots d'action ou paysage un peu, parce qu'il faut vraiment varier les prises de vue. Et vraiment, un spot sympa, c'est avec une belle lumière, un beau paysage, enfin pour ma part. Et après, dans le week-end, il faut vraiment avoir un peu de tout, une intérieur d'épingle, une jolie vue de face pour les sponsors avec du public, vraiment un peu de tout et vraiment varier les prises de vue. Ok. Et pour toi, Clément, un bon spot, comment tu le définirais? La majeure partie des choses ont déjà été dites, mais c'est vrai que la lumière, c'est quand même la partie intégrante de l'image, donc c'est la chose à privilégier. La sécurité, évidemment. Et après, ça va dépendre du client, ça va dépendre de la demande, parce qu'effectivement, si c'est pour un sponsor et que ce sponsor a un affichage en bord de piste, par exemple, va falloir privilégier des angles intéressants où on voit le sponsor derrière. Pour de l'organisation, c'est des angles où on voit du public, où des belles actions, des choses où on a de la vitesse, des choses où il y a des appuis. Voilà, c'est assez varié. C'est assez varié. Ok. Je vois. Bon, ben merci pour toutes vos réponses. C'est super intéressant justement d'avoir votre point de vue pardon, là-dessus. Et justement, ça va faire la transition avec ce que je vous disais. Alors, il y a de l'écho chez l'un d'entre nous. Je sais pas si vous entendez l'écho, vous, les amis. Si. Je sais pas chez qui c'est. Non, ça va, ça a l'air Rien touché. d'être résolu. Bon, c'est les aléas du direct, hein. Voilà, c'est comme avec toi, Gilles, tout à l'heure. Donc oui, voilà, ça fait la transition avec la question que je voulais vous poser. Nous, quand on est internaute, on voit vos images, on voit vos vidéos, vos photos, mais on ne s'imagine pas justement tout ce que ça engendre derrière, aussi bien pendant le week-end de course qu'après le week-end de course. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement comment se passe pour vous le week-end, une fois que voilà, les essais, la course ont démarré, comment vous vous organisez pour aller filmer et photographier les images que l'on voit, et surtout comment ça se passe après, une fois que la course elle est terminée, parce qu'on imagine que le gros de votre boulot, finalement, il peut se faire à ce moment-là. Gilles, si tu peux nous répondre et nous éclairer. Bah, la post-production, c'est effectivement ce qui prend le plus de temps, hein. On ne se rend pas bien compte, mais moi, le week-end, je tourne et la semaine, je travaille sur les images. Donc, j'essaye de me libérer du temps dans la semaine, mais c'est vrai que c'est compliqué, hein. La saison, elle démarre de mars à octobre et c'est pratiquement que du non-stop. Donc, il y a 25 week-ends. La semaine, il faut traiter les images. C'est pour ça que là, Thomas, il aurait normalement dû avoir Guillaume, mon petit frère, qui me donne aussi un coup de main cette année. Mais ouais, la post-production, ça prend un temps de dingue, hein. Ouais, tu l'estimes à combien, par exemple, sur un week-end de course de côte où tu reviens derrière, t'as combien de boulot à peu près pour sortir les images qu'on voit, non? Bah, faut multiplier par 2 ou 3 le temps de tournage, hein. Donc, Ouais, ouais, le jeudi, normalement, on a terminé les images. Donc, ouais. faut 3-4 jours, hein. 3-4 Après, jours derrière, c'est un boulot, hein. c'est ça, c'est ça.
Ouais, non, non, mais c'est impressionnant à savoir, ça c'est clair. Et justement, pour revenir à la première partie de ma question, comment ça se passe pour toi sur un week-end de course vraiment, je dirais, sur le samedi et le dimanche? Comment vous vous organisez avec Thomas, alors qui est pas encore arrivé, je sais pas s'il arrivera, mais comment vous vous organisez, vous, l'équipe de Pilote TV, pour filmer les images? Bah, on est tous un peu près pareil, hein. Ça dépend du déroulement de la course, hein. On essaye d'être présent sur le parcours durant les manches de course et l'essai. Et après, dès qu'on a un temps libre, on file dans les paddocks ou alors le soir, on bosse un peu comme certains qui font de la post-production directement le temps du week-end. Mais sinon, nous, en tant que vidéastes, le week-end est consacré uniquement au tournage et la post-production vient dans la semaine. Ouais, ouais. Et après, je crois savoir que vous avez, enfin, vous séparez qui fait quoi. Il y en a un qui se met en bas, l'autre qui se met en haut, c'est ça, dans l'idée? Ouais, on a plus ou moins les postes, chacun a des préférences. Alors, on ne se prend pas la tête, hein. Si quelqu'un a envie de faire celui-là, il fait celui-là. C'est plutôt une question d'ergonomie, quoi, hein. Ouais, ouais, je vois, pour arriver à calibrer tout ce travail. Nico, explique-nous un peu, toi, l'organisation que tu as pendant ton week-end et après, comment ça se passe pour toi, toi qui traites justement après le travail que tu fais pendant le week-end. Bah, tu vois, en général, en course de côte, la journée du samedi est consacrée aux essais. Et je suis souvent sur le parcours le samedi, donc qui est une longue journée avec environ 2 ou 3 montées selon les courses. Et ensuite, le samedi soir, on rentre au gîte, au logement, et il y a la post-prod qui commence un peu pour avancer le travail justement, pour livrer les clients rapidement et envoyer une photo chaque soir à la fédération au CFM pour qu'ils communiquent. Et après, le dimanche matin ou le dimanche, ça se coupe en deux. En fait, il y a la partie, euh, la partie action. On va refaire 2, 3 photos d'action pour combler le reportage. Et ensuite, la fin du week-end qui se concentre sur l'ambiance avec des photos en pré-gris, dans les paddocks, un peu partout. Voilà, à peu près. Ok, Et ouais. le dimanche soir, on retravaille sur la post-prod une fois qu'on est reparti de la course sur la route, en général. Ouais, ouais, je vois. Oui, parce qu'on précise quand même pour les internautes qui nous regardent, hein, c'est important, mais vous n'officiez pas que pour le championnat, vous livrez aussi, quasiment tout le monde ici, des clients qui sont des pilotes, donc du coup, vous avez un travail, vous avez une double casquette, quoi. Hein, c'est un peu ça dans l'idée, on peut dire ça comme ça. Ouais, on peut dire ça comme ça, exactement. Ouais. Avec les pilotes et ensuite le CFM aussi. Ouais, ouais, je vois. Clément, explique-nous, toi, justement tes week-ends et puis l'après, c'est pareil, c'est un peu comme Nico, tu bosses directement le samedi, le dimanche ou tu rentres chez toi d'abord et tu travailles après? Alors, principalement, quand c'est pour du sportif, parce qu'on est amené de temps en temps à faire des photos, on va dire pour des salons, des choses comme ça. Mais pour du sportif, on a de temps en temps des sponsors qui nous demandent de faire des images sur des réceptions. Donc, ça se passe souvent le jeudi soir ou le vendredi soir. Ensuite, tout le week-end, c'est en flux tendu, c'est-à-dire qu'après chaque séance, on retourne sur l'ordi, on traite les images en direct. Euh, sur une course, par exemple, il y a certains championnats où on doit envoyer les images du départ dans la foulée. Donc, on a le boîtier branché sur le téléphone pour avoir une connexion et on envoie les images directement. En général, dans 95% des cas, on part le dimanche en ayant traité toutes les images du week-end. Donc, c'est vraiment du flux tendu. C'est un travail très, très lourd. Mais bon, le client a besoin de ces images rapidement, donc on est là pour ça, quoi. Eh oui, c'est sûr, faut avoir encore l'œil à la fin du week-end pour bien travailler, quoi. Et toi, JB, comment tu travailles? Tu travailles sur les épreuves ou après, enfin, comment tu renvoies après les photos? Alors, c'est relativement simple, hein, puisque je travaille pour CFM Challenge. L'impératif, c'est de fournir un maximum de photos dès le samedi soir après les essais, qui vont servir pour les différents communiqués de presse et pour la FFSA. Voilà. Alors, en aval, de retour à la maison, j'ai à peu près entre 2 et 3 jours pour faire le tri de toutes les photos du week-end. Voilà. Ouais. Ok.
Ok, ok. Bon, c'est du boulot. Voilà, il y a le moment présent où vous captez les images et puis on voit que c'est un travail assez important. Je voulais justement parler pardon des programmes que vous avez puisqu'on en parlait tout à l'heure. Vous faites pas forcément que de la course de côte. JB, toi, ton programme c'est quoi? Tu fais le championnat de France en VHC. Tu fais d'autres choses peut-être en parallèle? Non, non, pas VHC, c'est CFM Challenge, c'est pour l'ensemble. Enfin oui, non mais c'est FM Challenge, mais on te voit souvent avec Ah, voilà. les amis du VH, mais bien sûr, Effectivement, c'est je sûr suis implanté avec le VH, hein, tout à fait. ouais. Pardon, tu peux répéter la question? Non, mais du coup, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que tu es amené des fois à faire d'autres événements ou si tu fais que le championnat de France? Non, je fais championnat de France donc de la montagne, course de côte, en première, deuxième division. Ok, Voilà. ok, ok. Donc, mon Toi, programme Nico, c'est déjà pas mal, ça fait ouais, c'est déjà, 24-25 épreuves au total, quoi. c'est déjà pas mal, ouais, c'est déjà Ouais. pas mal, ça c'est clair, c'est clair. Nico, toi, ton programme en général, c'est quoi? Bah, mon programme principal en général, c'est le championnat de France de la montagne en première division. Un petit peu de 3 manches d'Europe dans l'année à l'occasion, dès qu'il y a des dates de disponibles. Le programme il s'étend aussi en rallye, pas mal sur le championnat junior des rallyes et un petit peu en WRC. Et ensuite en circuit où j'ai l'occasion d'avoir découvert ça en 2018 en GT4 avec l'équipe Schatz, tu vois, et que j'ai suivi l'année dernière également en GT4. Et aussi le trophée Andros l'hiver en plus les séances d'essai la semaine ou à droite à gauche pour différentes disciplines aussi. Ouais, ouais, et puis on t'a vu notamment il y a quelques jours justement, tu as eu l'opportunité d'immortaliser les premières images roulantes du Proto Revolt de Fabien Bourgeon. Toi, Gilles, c'est principalement de la France ou tu vas aussi un peu en Europe au cours de l'année? Comment ça se passe? Il me fait rire, Nicolas, il n'arrête pas de bosser, lui. Ouais, Nico, il a un gros programme. Hein. Ah. T'as combien d'épreuves en moyenne là, sur 2019? T'as fait combien de courses, Nico? L'année dernière, je crois que c'était une cinquantaine en global d'événements, plus des séances d'essai à côté. Mais là, on repart jeudi pour des essais et vendredi aussi. Donc, on a la chance que ça a pu reprendre un peu de ce côté-là d'ailleurs. Ouais, c'est clair, c'est clair. On reparlera justement là dans quelques instants du confinement. Gilles, du coup, ouais, ton programme, en général, c'est quoi? Le CFM en priorité, hein. Nous, on fait du CFM depuis 91. Et sinon, la Bear Cup qui représente une dizaine d'épreuves. Le reste, on remplit avec des épreuves internationales en championnat d'Europe. Et on fait les 3 finales, slalom, côte et puis rallye. Ok. Ça représente 25 épreuves par an, 25-30. Ouais, c'est déjà un gros programme en sachant le boulot qu'il y a derrière, ça c'est sûr. Et toi, Clément, du coup, ton programme, alors toi, tu voyages un petit peu partout dans le monde, tu as cette chance-là, pardon. Ouais, après. Tu fais quoi, toi, en général, ouais? Alors en général, disons que jusqu'en 2015, quand je faisais que de la course de côte, ça se résumait au championnat de France première division. Ensuite, quand j'ai commencé à travailler avec l'agence, disons que les premières années, je faisais à peu près 25 week-ends à l'international. Donc, ça fait des grosses semaines à chaque fois. Là, aujourd'hui, j'ai un peu réduit pour différentes raisons le rythme. Donc là, je suis entre 8 et 12 épreuves par an. Ok. On t'a vu notamment la saison dernière en Formule électrique, hein, je crois. C'était ça au Ouais, Maroc? la formule électrique, c'est une formule qui est ce qu'elle est. Mais disons que je la suis On ne dira rien, on ne depuis. dira rien. Non, disons que je la suis depuis la saison 2. Alors, je fais pas tout le championnat, mais c'est un championnat sur lequel je suis assigné assez régulièrement. Et donc, Formule E, ouais, c'est une discipline qui est agréable à prendre en photo. L'ambiance dans le paddock est sympa. Maintenant, les bruits de moteur me manquent quand même. Ouais, c'est sûr. Bon, après, ça reste quand même une discipline internationale, donc bon, Ouais. c'est pas, ça fait une belle ligne sur la carte de visite et sur le CV, ça c'est certain. Alors, justement, je voulais qu'on revienne à ce qui s'est passé là dernièrement avec ce confinement. Alors, on en reparlait en introduction de cette vidéo, mais la question que je voulais vous poser, vous qui êtes des professionnels bien de l'image.
Comment on fait dans ces cas-là quand on est dans une période comme le confinement où finalement on peut rien faire? Vous avez été vous aussi victime de ça. Comment on l'envisage et comment bah, voilà, on se prépare pour combler le manque d'activité? Nico, explique-nous un petit peu toi, voilà, quelle a été ta réflexion générale pendant cette période-là et ce que tu t'es dit, quoi, tout simplement. Bah, tu vois, c'est une période compliquée forcément pour nous parce que on n'a pas de revenus ou pas le moyen de travailler en télétravail ou autre. Donc, c'était plutôt compliqué cette période. Après, de mon côté, j'ai pu commencer à vendre un peu des toiles et d'autres choses. Et on va dire que ça a un peu réduit le manque de courses, plus les essais qui se profilent en cette période sans course, justement, avant la reprise, normalement. Enfin, s'il y a une reprise d'ici août et septembre. Ouais, ouais, bah, c'est sûr, fallait trouver des solutions en tout cas pour combler l'activité. Toi, Clément, du coup, comment t'as vécu cette période professionnellement parlant, j'entends? Alors disons que j'ai eu la chance de quand même couvrir une épreuve en février hein, pour la Formule E, justement. Mais sinon, depuis, je me suis replongé un peu dans mes archives, déterré quelques trucs, fait des post-traitements sur des vieilles images. Voilà, on s'occupe un petit peu comme ça, quoi. Mais Ouais, après, bien sûr. effectivement, c'est une deuxième activité. J'ai une activité salariée en parallèle. Donc, je ne pouvais pas faire de télétravail pour cette activité-là non plus, mais on s'occupe, quoi. On a de Ouais, quoi faire à la maison. ça a été peut-être un petit peu moins, comment dire, pénalisant que dans le cas de Nicolas Ouais. qui lui, Disons que en est sur un petit peu. j'ai pas le poids financier derrière qui peut peser de la même manière, c'est sûr. Ok. Ouais, je vois. Toi, JB, comment t'as, je dirais, remplacé le quotidien des courses pendant ce confinement, du coup? Je vais compléter un peu ce que disait Clément. En fait, je n'ai pas le poids de financier derrière moi, puisque contrairement à mes trois amis, là, je ne suis pas salarié, puisque je suis à la retraite, donc je n'ai pas eu cet impact-là. Voilà. Sinon, j'ai récupéré un petit peu le temps perdu, des montages que je souhaitais faire depuis plusieurs années. Je n'avais jamais eu le temps de le faire, puisque les épreuves se succèdent assez rapidement. Et puis, donc, j'en ai profité pour ça, pour faire aussi des montages à titre privé. Et puis, du tri, parce que chacun sait que quand on a beaucoup de photos, il y a des moments où il faut faire nettoyer un peu les disques durs qui commencent à saturer sérieusement, quoi. Ah bah c'est sûr que vous devez tous avoir pas mal de matière sur vos ordinateurs et disques durs. Ouais. Ça c'est sûr. Gilles, toi on imagine que c'était pas forcément évident non plus puisque bah qui dit pas de course dit pas d'image et pas de contenu. Comment tu l'as vécu cette période? Bah, on a bouffé la trésorerie vite fait, hein. Euh, on a des clips sur Pilote depuis 2015, donc il y a 25 ans, qui n'ont pas encore été traités. Et on s'est attaqué à ça. Et c'est un boulot sans fin, là. Là, on a du boulot pour 5 ans. Et là du coup c'est quoi la projection c'est de proposer pourquoi pas une plateforme, un truc comme ça où on retrouverait tout? Bah ouais, c'est ça, proposer depuis des années 90, proposer à chaque pilote qui a roulé en championnat de France de pouvoir retrouver ces images. Ouais, bon, il y a du boulot. Il va te falloir quelques mois de plus de confinement, je pense, pour, Ouais, c'est ça, c'est pour ça. finaliser tout ça. Ouais. Bon, bah, c'est cool. On a hâte de voir tout ça finalisé. Ça, c'est clair. Dernière question que je voulais vous poser, messieurs. On aimerait tous savoir quel est votre meilleur souvenir, je dirais votre souvenir le plus fort, que ce soit par rapport à une épreuve en particulier, que ce soit par rapport, je sais pas, à un pilote, quelque chose que vous auriez vécu. Moi, je suis curieux de savoir quel est justement enfin, en savoir plus sur vos anecdotes parce que voilà, on imagine que vous avez couvert énormément de choses et donc vu beaucoup de choses. JB, toi, si tu devais te rappeler d'un événement, d'un truc, ça serait quoi? Aïe, aïe, aïe. Je pense à une course, je crois que c'est sur Turquem l'année dernière, où je me suis trouvé dans un virage et deux de mes amis du VH se sont viandés dans ce virage. Donc, j'ai pas hésité, j'ai quitté le virage, je me suis dit jamais 203, il ne faut pas que je reste. Voilà. Ouais, non, mais C'est une anecdote, hein, plus qu'autre chose.
on n'en a pas forcément trop parlé, mais c'est vrai que vous avez quand même un job qui est dangereux aussi. Hein. On parle de la dangerosité pour les pilotes, mais bon, bah, vous, pour le coup, vous êtes en ligne de mire, donc tu as bien fait, t'as bien fait JB, de changer de poste. Je pense que c'était plus sûr. Toi, Gilles, si tu devais bah, justement te remémorer d'un souvenir, d'une anecdote, ça serait quoi? Moi, j'ai un super week-end qu'on a passé avec Clément et d'autres au Ventoux en 2003 ou 2004, où on avait fait une caméra embarquée chez Lionel Régal, et c'était un week-end fantastique, quoi. On a des souvenirs plein la tête. Après, des anecdotes, on en a plein, mais ouais, ce week-end-là nous avait marqué et puis nous avait ouvert les yeux en tout cas. D'ailleurs, je crois que derrière toi, Gilles, peut-être que je me trompe, mais je crois qu'il y a quelque chose qui immortalise bien ce week-end au Ventoux, non? Si je dis pas de bêtises. On peut peut-être la voir, non? Je sais pas si on arrive à la voir de plus près, cette maquette donc de la Reinhardt de Lionel, où on te voit installer la caméra de cette fameuse caméra embarquée là. C'est ça, c'est John qui a fait ça, et c'était donc le samedi 2003. Ouais, c'est top, c'est top. Et la caméra embarquée qu'on peut retrouver, on peut la retrouver sur Pilote TV, je pense. Hein, elle s'achète, non? Ouais, en DVD, ouais. En DVD, ouais, en DVD. Bon, n'hésitez pas à aller voir, les amis, ça ramènera de nombreux souvenirs. Clément, toi, ton plus fort souvenir, ton meilleur souvenir, ça serait quoi? J'avais pensé à ce fameux Mont Ventoux aussi, mais bon, Gilles m'a piqué l'idée. Euh, Du coup, moi, je pense à la première course internationale que j'ai faite, qui s'avère être en Formule I, qui était à Londres, et c'était la finale du championnat. Et je pense que c'était une des premières fois que je ressentais autant de tension entre deux pilotes. C'était 2015 avec Di Grassi et Buemi, là, c'est ça, non? C'est ça. Qui s'accroche au premier virage. Qui s'accroche au premier virage, et tout le long de la course. Donc à cette époque-là, on avait une oreillette avec le speaker dans l'oreille, et donc on entendait tout ce qui se passait. Alors on n'avait pas forcément l'image, parce que nous, forcément, on est au bord de la piste à un endroit, et puis on voit les voitures partir. Moi, je prenais le départ en photo, et ouais, 2 virages après, les deux qui se mettent dans le mur. Et là, j'entends hurler dans l'écouteur. Je me dis, oh, qu'est-ce qui s'est passé? Et je vois la voiture de Buemi en mauvais état, la voiture de Di Grassi dans le même état. Et après, il a commencé à se mettre en place une espèce de tactique d'intimidation entre les deux pilotes. C'était assez intense. Quand on est revenu dans le paddock, c'était une ambiance lourde. Ouais, c'était vraiment un moment, je pense, qui restera quand même un certain temps important pour moi, parce que ça montre quand même l'enjeu qu'il peut y avoir, même sur un championnat de Formule électrique qui est certes à l'international, mais qui est quand même nettement moins médiatisé que de la Formule 1. Bien sûr. Mais ouais, c'est assez impressionnant, cette tension qui peut exister. Non, et puis voilà, encore une fois, ça reste une première à échelle internationale, donc ça reste important, quoi. Ça, c'est sûr. Tout est nouveau, c'est un cadre qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas. Bien sûr. Il y a tout à apprendre. Bien sûr, j'imagine. Nico, toi, ton souvenir le plus fort, ton meilleur souvenir, ça serait quoi? Bah, c'est difficile d'en choisir parce qu'il y en a vraiment beaucoup, mais je dirais c'est vraiment global. C'est pouvoir vivre tous les week-ends qu'on vit, un peu privilégié, on va dire, tu vois, quand même. Et c'est ça qui est vraiment chouette de pouvoir faire ça. Après, un souvenir en particulier, c'est compliqué de choisir vraiment parce qu'il y en a eu beaucoup et je voudrais pas en oublier un. Donc, beau joueur, le mec. Ouais, il y en a eu tellement en fait. Donc c'est pour ça que c'est compliqué de choisir. Tu vois. Bon, on retiendra que tu les prends tous et que t'es heureux d'être là, voilà. C'est ouais, carrément. Exactement ça. C'est cool. Merci beaucoup les gars d'avoir répondu à toutes nos questions, et je pense que ça sera intéressant. Enfin, les internautes trouvent ça intéressant à mon avis d'en savoir plus sur vous, parce que encore une fois, voilà, on voit vos images, on voit votre travail, mais on ne connaît pas forcément les dessous de ce travail, et c'était super intéressant. Les amis, on va passer à la deuxième partie de cette émission. Vous savez, c'est le quiz. Hein, vous n'allez pas y échapper, les gars. Le quiz course de côte et sport automobile. J'espère que vous avez révisé. J'espère que vous êtes prêts à
à dégainer. C'est bon, on peut y aller. Vous êtes en place? Allez, c'est bon, c'est parti. On va commencer. On va commencer. Je vais être sympa avec une question course de côte. Et je vais vous demander de me trouver, messieurs, le nom du champion de France de la montagne en catégorie production en 2015. Nicolas Chette. Non, sport. Ouais, Ververt. Ouais. Nicolas Ververt, ouais. Nico, il avait la moitié. Ouais, je suis parti en sport. Moi. Ouais, trop vite. C'était bien Nicolas Ververt, Ouais. Champion de France de la montagne production en 2015. Deuxième question que je voudrais vous poser toujours en course de côte, les amis. Je vais vous demander le nom du pilote, ainsi bien que l'année et l'épreuve qui ont consacré ce pilote pour la première victoire d'une Formule 3000 en course de côte. En France, bien sûr. C'était Marc Régal Beaujolais en 95. Non. 96. Une erreur. Ouais, 96. Exactement. Ouais. Exactement. Marc Régal qui s'était imposé avec la Lola au Beaujolais. C'était en 96. Il gagnera d'ailleurs en 97 également. Hein. C'était la seule épreuve sur laquelle, en championnat de France, il avait pu battre les F2 à l'époque. Troisième question, toujours de course de côte, les amis, mais on va parler d'images, de vidéos, parce que c'est quand même votre boulot, les gars, donc vous devriez être calés. Si je vous parle d'une caméra embarquée de course de côte qui a fait le tour du monde, je pense que ça va vous parler, vous allez peut-être comprendre de quoi je parle. Caméra qui date de 2013 de David Hauser à Saint-Urzan. À Saint-Urzan, ouais. Okay. Exactement. Alors, c'est une vidéo qui a fait le tour du monde, on le sait. Maintenant, je vais vous demander à 100 vues près, de me trouver bien le nombre de vues de la vidéo sur YouTube aujourd'hui à 15h quand j'ai fait le pointage. Vous avez une marge d'erreur de 100 vues. Interdiction de tricher et d'aller voir, je précise, bien évidemment. 1,7 million. Alors, toi, tu dis 1,7 million. Gilles, Clément, tu dis quoi? Allez, 1,8 million. Nico je dirais 2 millions. 2 millions. JB 1,950 000. Bon, je vais donner la bonne réponse à Nico parce que c'est lui le plus près. 2 907 093 vues. Donc, on est quasiment à 3 millions de vues pour une caméra embarquée de course de côte. C'est quand même du délire. N'hésitez pas à aller la voir, les amis, si vous ne l'avez jamais vu. C'est presque effrayant d'ailleurs. C'est tellement impressionnant que ça en devient effrayant. Quatrième question. On va parler d'endurance et on va parler des 24 heures du Mans notamment. Je vais vous demander, messieurs, de me donner le nom des deux pilotes qui, lors de l'édition 1999 des 24 heures du Mans, se sont envolés avec les Mercedes. Il y avait Marc Webber, non? Il y avait Marc Webber, ouais, exactement. Et qui est le deuxième pilote? Je vous ai parlé de cette question parce que pour moi, à mon sens, c'est une des images les plus dingues de sport auto. Enfin, c'est délirant, quoi. Et c'est justement le deuxième pilote qu'on cherche. C'est presque le seul qu'on voit en vidéo parce que les sorties de Weber, on les voit pas forcément. Il s'agissait de Peter Dumbreck. Ah oui. Qui pilotait l'autre, une des trois Mercedes. Et Mark Webber qui s'était envolé 2 fois d'ailleurs dans le week-end. Ça a dû faire drôle. Je pense que ça secoue. Quand on rentre à la maison après, ça doit secouer. Dernière question, les amis. On va reparler de vidéo pour le coup. Je vais vous demander de me dire ce qui s'est passé lors du Grand Prix d'Allemagne de Formule 1 en 1985. Ça a un rapport avec la vidéo. C'était une première mondiale. Est-ce que vous êtes en mesure de me dire ce qui s'est passé lors de ce Grand Prix? Grand Prix d'Allemagne 85. Bon, JB, le standard téléphonique, tu es occupé. À la secrétaire. Là, tu es occupé, tu es en pleine émission. Bon, on peut pas. Non, allez, blague à part, Grand Prix d'Allemagne 1985. À votre avis, qu'est-ce qui s'est passé? Ça concerne de la vidéo, je précise. C'était une première mondiale. Caméra embarquée en live, je sais pas. Ouais, caméra embarquée en live, exactement. C'était lors du Grand Prix d'Allemagne 85. C'était une première et c'était avec François Hainaut qui pilotait la Renault à l'époque.
Donc, c'était la toute première fois qu'on voyait en live du on-board. Et c'était également, alors pour la petite anecdote, c'est la dernière fois qu'une équipe de Formule 1 a pu engager 3 voitures lors d'un Grand Prix. C'était ce Grand Prix-là et c'était sur la 3e auto. Voilà tout. Vous savez tout. Bon, bah, bravo pour vos bonnes réponses. Vous n'êtes pas mauvais, les gars, ça va. C'était correct. Bon, on a inversé quelques noms et tout, mais ça va. Après, pour moi et Nico, on est un petit peu Ouais, il y avait trop de excusez, vidéos. on n'était pas nés. Il y avait Ouais, pas- voilà, c'est ça. on n'était pas nés aussi. Ah bah oui, là pour le coup, c'est sûr. Bon les amis, je vais vous laisser, comme je le fais pour les pilotes, je vais vous laisser le petit mot de la fin. Comme ça, bah, vous allez pouvoir conclure cette émission. JB, si tu veux commencer, la parole est à toi. Bien, je complète ce que disait Nico. On passe des moments qui sont extraordinaires sur les côtes, qui ne sont pas toujours très drôles, hein, forcément. Hein, quand on passe une partie de la journée sous la flotte ou sous la grêle, etc., ce n'est pas les moments les plus agréables. Mais il y a des moments de partage qui sont extraordinaires. Et j'en profite pour remercier Gilles qui ne manque pas une occasion de venir me récupérer pour me rendre sur les spots quand il voit que je suis à pied et il dit tu n'auras pas le temps d'arriver au bon moment. Et voilà. Merci Gilles. Bon, bah, Gilles, du coup, transition toute trouvée, je te laisse embrayer. Moi, je voulais remercier mes clients, le promoteur. Toi, Pierre, ça m'a fait vachement plaisir de vous revoir tous là. C'est vraiment chouette. On se croirait presque en course. Hein. Et j'ai hâte qu'on se revoie, quoi. Bah écoute, moi en tout cas, plaisir partagé. Je suis ravi de vous avoir et puis on a hâte que ça démarre, c'est clair. Clément, ton petit mot de la fin? Je rejoins mes 2 précédents. C'est vrai qu'on passe quand même des moments assez inoubliables sur les courses, autant sportivement qu'humainement. Pour Gilles, nous, ça fait quasiment 20 ans qu'on se connaît. En tout cas, une bonne quinzaine d'années. On a vécu quand même beaucoup de choses ensemble et c'est des liens qui sont vraiment très forts. Et c'est vrai que pour tous ces moments passés là, moi, j'ai qu'une seule chose à dire à tout le monde, c'est merci pour ce que vous êtes et merci de partager la passion aussi que vous avez et de savoir la transmettre aussi. C'est cool, Merci aussi, c'est cool. Clément. C'est cool. Nico, ton petit mot de la fin? Alors, moi, j'aimerais bien remercier toutes les personnes qui nous font confiance dans le travail, etc. Et aussi remercier les organisateurs, les bénévoles, les commissaires, tu vois, qui sans eux, il n'y a pas de course. Et aussi remercier le promoteur du championnat et remercier aussi Gilles et toute l'équipe pour les week-ends qu'on passe. Tous les week-ends qu'on passe qui sont vraiment extra. Et remercier aussi toutes les personnes qui m'entourent, qui sont derrière ça. Et merci toi aussi, Pierre et Marc, pour l'invitation avec vous. C'était vraiment cool. C'était vraiment sympa. Bah, écoute, moi je te dis c'était un plaisir et puis moi je vais faire une petite parenthèse aussi les gars, je vous remercie vraiment du fond du cœur tous les 4 parce que vous avez toujours été derrière moi sur ce projet, que ce soit les interviews confinées ou Inside CFM et puis de façon générale voilà, vous avez toujours été derrière moi donc j'en profite également pour vous remercier, c'était la petite parenthèse et puis on salue quand même l'ami Thomas hein, qui devait être à nos côtés. On sait pas trop. Ouais, peut-être, je sais pas. Thomas, si tu vois la vidéo, c'est bien ça, t'as bien oublié un truc, t'as bien oublié de venir te connecter. Mais on salue Thomas pour le coup qui fait lui aussi gros boulot aux côtés de Gilles et toute l'équipe de Pilote TV. Bon les gars, l'émission elle arrive à son terme. Merci encore une fois d'avoir été à mes côtés. C'était super justement d'en apprendre davantage sur votre métier, sur la façon dont vous mettez tout ça en place. Les amis, je vous le rappelle, hein, l'ensemble des interviews confinées ainsi que du dernier numéro d'Inside CFM et les prochaines émissions seront à retrouver sur le groupe des Mordus de la course de côte, c'est sur Facebook. Vous pouvez également retrouver toutes les vidéos sur YouTube, sur la chaîne officielle Inside CFM. N'hésitez pas à y jeter un œil et à vous abonner. Quant à moi, bien, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut les gars, à plus. Salut. Salut Bye. à tous.